Nous voici de retour. Hein. Merci pour votre compréhension, votre patience. Problème technique, semble-t-il, ça se répète. Voilà. On n'arrive pas à passer en fait via l'ordinateur. Donc là, système D, on s'est organisé. L'essentiel en fait pour nous, c'est vraiment de diffuser l'information. Donc voilà, on a dû faire un réajustement. Vraiment, merci pour votre compréhension. Alors la question que je vous posais était quels étaient les critères démontrant que nous étions en situation d'embargo colonial? Non, il faut considérer le continuum historique de la Guyane. Les 15e, 16e, 17e, 18e, 19e siècles ont été pour les puissances européennes leur période d'expansionnisme et de conquête des terres au-delà de leurs frontières. Et nous avons vécu cette période en la considérant comme étant l'apogée du système colonial. Alors même s'il y a différentes formes, le colonialisme anglo-saxon est légèrement différent du colonialisme latin, et au sein du colonialisme latin, le colonialisme français est bien particulier. Le but essentiel était le même: conquérir des terres, dominer des peuples et exploiter les ressources. Et tout ça sur la base de la violence la plus primaire possible. Hein. Les génocides sont apparus sur Terre qu'à partir de cette période. Sous couvert de civilisation et d'évangélisation, c'était dire à l'autre qu'il n'est pas humain. C'était le déshumaniser parce qu'on considérait qu'il y avait un seul référent civilisationnel et c'était le civilisation européen, mais aussi le moderne. Alors qu'on sait que l'humanité, sa richesse, c'est sa diversité. Il n'y a pas de jugement de valeur entre la civilisation papou de Nouvelle-Guinée et la civilisation gréco-latine. On ne peut pas considérer que lorsqu'on voit les éléments factuels aujourd'hui, que les rapports humains entre les papous sont moins civilisés que les rapports humains entre les Allemands et les Français, par exemple. Donc c'est pour ça que le colonialisme a deux mamelles. Le capitalisme, le colonialisme a deux mamelles, c'est le capitalisme et entre guillemets le racisme, c'est-à-dire la suprématie, le moderne, la suprématie européenne et pour être simple, la suprématie blanche. D'accord. Alors, Eline, je vais vous demander de reprendre ce que vous expliquez avant l'interruption, justement. Je vais reprendre ce que je disais en rajoutant les éléments apportés par Armand. C'est qu'en fait, effectivement, donc, Armand a noté deux critères, enfin, il a noté trois critères, mais un critère sur la domination et l'utilisation de nos ressources. Alors moi, ce que je disais auparavant, c'est que lorsque certains ont souhaité la départementalisation de la Guyane, donc qu'elle sorte du statut de colonie, qu'elle soit département, qu'on y applique les mêmes droits et les mêmes libertés que les personnes qui vivent sur le continent européen, eh bien, on a pensé une espèce d'harmonisation des lois françaises en Guyane. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, avec cette harmonisation, on nous empêche en fait, si vous voulez, de prendre en compte notre identité, notre réalité, notre histoire, etc. Et donc, sur la question d'harmonisation, en fait, elle ne permet pas finalement le développement de notre territoire qui a son identité propre. Bien au contraire, lorsque Armand parlait de domination, il s'agit effectivement d'imposer une culture, un mode de pensée, une façon de fonctionner qui n'est pas forcément favorable au peuple guyanais. Et parce qu'en fait, ce qui prime, et là encore je rejoins Armand sur ce qui prime, c'est l'utilisation de nos ressources. La France a tellement utilisé les siennes, elle a cherché à avoir d'autres ressources, et bien en Guyane, nous sommes riches, nous sommes extrêmement riches, et ils l'ont clairement compris. Donc, afin de s'assurer de pouvoir
utiliser, conserver, stocker et s'enrichir avec nos richesses, il faut qu'ils aient la possibilité d'asseoir leur domination. Donc c'est effectivement là l'exemple même de ce qu'est la colonisation. D'accord. Alors, on a changé de statut, d'un point de vue juridique. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi aujourd'hui on parle encore de colonisation, de colonialisme, notamment par rapport au prisme sanitaire, celui qui nous intéresse, celui pour lequel effectivement nous luttons là actuellement. Qu'est-ce qui fait dire que nous sommes encore dans cette situation? Ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait, au moment de la création de l'Organisation des Nations Unies, moins d'une cinquantaine de nations. C'était essentiellement des nations de l'Europe et de l'Asie. Et quelques aux Amériques. Sauf que 50 ans plus tard, il y a plus de 200 nations, pratiquement. On est à 194. Pourquoi je dis ça? C'est que les 2 tiers des nations qui existent aujourd'hui ont intégré un processus de décolonisation entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début des années 70, même on peut élargir un peu jusqu'aux années 80. Et lorsqu'on regarde la partie sud du continent sud-américain, il y a 13 territoires qui sont effectivement des territoires qui sont héritiers du découpage colonial. Mais sur ces 13 territoires, tous ont eu accès à la souveraineté politique. Et en Amérique du Sud, vous avez les principales puissances coloniales européennes. Vous avez le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande et la France. Et la seule puissance coloniale européenne qui s'est maintenue en Amérique du Sud, sur la partie continentale, parce que les îles, c'est toujours un peu différent, c'est la France. Et lorsqu'on ramène ça, par exemple, à la situation sanitaire de crise, dans le cadre d'une pandémie, d'une épidémie généralisée à hauteur d'un continent ou du monde, le premier élément, c'est la protection du territoire. La Guyane est une impasse aérienne. Contrairement à ce que certains prédisaient, nos frontières fleuves n'ont pas été les plus insécures, notamment celles de l'Ouest. On a connu à un moment donné un petit pic par rapport à l'Oyapock, mais sur le Maroni, la situation pendant la pandémie a été plus ou moins stable. Par contre, il a été démontré que les importations massives du virus se sont faites par l'aéroport de Matoury. Et notre aéroport, c'est une impasse aérienne. Vous demandez à tous les gens qui travaillent dans ce secteur, lorsque vous avez un aéroport international, entre guillemets soi-disant, et que vous n'avez que 3 destinations possibles, la Martinique, la Guadeloupe et la France, en direct. C'est pas un aéroport international. Voilà, c'est un aéroport à la limite de statut régional. Et lorsque vous avez cet inconvénient dans le cadre de vos relations au monde, qu'elles soient économiques, humaines, commerciales, et qu'au moment d'une pandémie, c'est un avantage puisqu'il vous suffit de bloquer que 3 destinations. Et que vous ne le faites pas, parce que vous considérez qu'il faut maintenir, comme j'ai entendu des responsables guyanais le dire, le cordon ombilical entre la Guyane et la France. Cordon ombilical. Oui, donc il ne faut pas supprimer les vols commerciaux, sinon on ne sera plus alimenté, parce que c'est ça un cordon ombilical, c'est un fœtus qui est dépendant de sa maman, et s'il ne reçoit pas les aliments à travers ce cordon-là, il ne peut pas vivre. Et au lieu des aliments, on a reçu le poison.
Et on a dû faire face à première vague, deuxième vague, troisième vague, et là il nous annonce une cinquième vague, parce qu'on n'a pas pris la première des protections. Les précautions, c'est de protéger le peuple guyanais, et ça c'est un élément colonial, parce que les autorités françaises ont considéré on a géré par exemple 67 millions d'habitants, on ne va pas prendre des mesures exceptionnelles pour 300 000 habitants. Ça n'a pas de sens. Tandis que nous, notre seul souci, c'est les 300 000 habitants. Et lorsqu'on sait qu'on n'a pas de médecins dans les hôpitaux, que les hôpitaux sont plus des mouroirs malgré le dévouement des personnels soignants, qu'on n'a pas de médecins en ville, donc ça veut dire que toutes les mesures de prévention seront difficilement passable, si je peux employer ce terme, au sein de la population. On évite, comment c'est l'état global sanitaire de la population guyanaise, notamment considérant la prévalence des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, les problèmes cardiaques, etc., etc. On aurait ces mesures-là s'imposer à la Guyane. Un certain nombre de compatriotes les ont énoncés, mais les autorités administratives, les autorités sanitaires et même les autorités guyanaises de tutelle, je prends l'exemple de la CCI, ont considéré qu'elles n'étaient pas nécessaires. Et je pense que sur les 330 victimes environ que nous avons officiellement recensées par le corona, eh bien, elles sont en grande majorité liées à cette absence de protection au moment où l'épidémie arrivait sur le territoire. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait un minimum de réaction, parce qu'il y a une recrudescence de cas en France. On nous a annoncé une mesure de test PCR pour tous les voyageurs au départ de la France qui devraient arriver en Guyane. Sauf que si on se contente simplement de faire des tests PCR et des positifs ou négatifs et de ne pas prendre de mesures d'isolement, on va repartir et on va connaître une septième vague. Et il est complètement aberrant scientifiquement que notre calendrier épidémique soit en décalage avec le seul et exclusif calendrier épidémique de la France. Alors qu'on a 8000 km de protection grâce à l'océan Atlantique avec la France, et il est temps de couper, ce calendrier-là. Et aujourd'hui, ce sont les Guyanais qui doivent décider si demain il y aura ou non une cinquième vague en Guyane. Parce que vous voyez, l'épidémie au Brésil a son rythme, et malgré la frontière qui est un bassin de vie, le rythme de l'épidémie au Brésil n'a pas d'impact sur celui de la Guyane. L'épidémie au Suriname a son rythme, et malgré que le Maroni soit un bassin de vie, il n'y a pas d'impact entre le rythme de l'épidémie au Suriname et le rythme de l'épidémie en Guyane. Pourquoi il y a cette corrélation-là, si ce n'est pas le fait colonial entre l'épidémie en France et l'épidémie en Guyane, qui est un délai entre 3 et 7 semaines? Alors justement, sur ce fait colonial, donc, il faut vraiment que les internautes comprennent et retiennent que ce qui compte, c'est le territoire du colonisateur, on va dire. Donc c'est vrai que je parlais d'harmonisation des lois, donc au moment du début de l'épidémie en France, eh bien ils ont dit, bon ben ville morte, pays mort, etc. Donc nous aussi, alors que nous n'avions pas de cas, et ensuite 5 cas, enfin bref. Donc nous aussi, on va parler d'harmonisation. Et puis finalement, lorsque tout a été réouvert là-bas, chez nous, ça n'a pas été le cas. Donc à quel moment il y a à quel moment il y a harmonisation et pas harmonisation? Qui décide? Ce n'est jamais nous en fait. Donc vraiment là, on voit bien la domination qui décide à quel moment, et ce même si ce n'est pas à la faveur du peuple, à la faveur de l'économie. Non, en fait ce qui compte, c'est vraiment ce qui se passe là-bas. Donc quand nous n'avions pas de cas, c'était pays mort. Et eux, lorsqu'ils n'avaient plus de cas, ils pouvaient continuer à vivre, et nous non. Nous étions encore, nous avions nos libertés encore restreintes, nous ne pouvions pas circuler, nous étions sous couvre-feu, nous n'avions que le travail et pas de loisirs. Enfin, vraiment, il faut que l'on se rende compte que nous ne sommes pas considérés en fait. Alors certains disent oui, on est français ou on n'est pas français.
Mais finalement, on est des hommes nous sommes des hommes doués de pensée, de réflexion ou pas en fait. Parce que nous sommes capables de voir que en Europe, il y a une épidémie, nous ne sommes pas encore touchés, que nous devrions fermer effectivement la seule frontière avec l'Europe et ce n'est pas le cas. On ne nous a pas entendus, on ne nous a pas écoutés. Pareil, au moment de la réouverture un petit peu partout, et bien là encore, nous étions encore restreints au niveau de nos libertés, alors que nous n'étions pas à la base les personnes qui avions porté ce coronavirus au sein de nos familles. Alors, non, c'est comme ça qu'on peut constater qu'effectivement nous sommes encore colonisés. Et puis, il y a l'autre élément aussi, c'est l'absence de dialogue avec les représentants de la société civile, mais avant tout les élus. Il y a eu effectivement, quand on retourne un petit peu dans la jeunesse du combat, notamment à partir de début 2020, notamment avec le travail de Majoré Santé, on a pu voir effectivement à quel point la gestion en fait de crise par rapport d'un point de vue infrastructurel, d'équipement était, on va dire, n'était pas une priorité. Et pourtant, des voix se sont élevées. On a parlé tout à l'heure de nos camarades qui ont payé des frais et nous on continue. À force de cela, aujourd'hui à la caravane pour la liberté, c'est aussi symptomatique quand même d'un rapport dominant à dominé, où le gouverneur voit les choses selon ses œillères, il a sa feuille de route d'un État qui est central, qui est situé à 8000 km, et puis nos réalités, nos habitudes, notre pharmacopée, notre savoir-faire n'est pas reconnu, il y a du jugement, du mépris. Enfin, sur ça, quelle est votre analyse? Non, mais il faut pas se faire d'illusions. Hein. Et Lynn expliquait tout à l'heure les différents process d'harmonisation en termes d'évolution du cadre administratif guyanais. Bon, la colonisation que nous connaissons aujourd'hui, c'est une colonisation modernisée. Ce n'est pas la colonisation du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle ou même du début du XXe siècle. On a connu la phase de départementalisation avec le leurre que les Guyanais deviendraient enfin des citoyens quelques siècles après la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et on a bien vu ce que ça donnait. Dans les faits, l'exemple concret, c'est que le salaire minimum, alors que nous étions dans le cadre entre guillemets départemental en Guyane, il a fallu 30 ans pour qu'il devienne équivalent au salaire minimum français, alors que les analystes économiques nous disaient que la vie était plus chère en Guyane de quelques pourcents et plus en dizaines que par unité. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est où se situe le pouvoir lorsqu'on parle des élus au Et effectivement, normalement, dans une démocratie, le suffrage universel délègue aux élus la souveraineté du peuple. Mais lorsque vous êtes en colonie, vous avez un parasite qui est le fonctionnaire français nommé par le gouvernement français, qui par rapport justement à ces relations entre métropole et colonie, eh bien, détourne à son profit les compétences du suffrage universel. Et on le voit bien pendant la crise, les élus guyanais étaient totalement silencieux et c'est la directrice régionale de l'ARS et le gouverneur qui étaient tous les jours, matin, midi, soir sur les médias et disaient aux Guyanais ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, pourquoi il fallait le faire, même lorsqu'ils disaient un certain nombre de contre-vérités scientifiques. On se rappelle jusqu'à aujourd'hui du fameux conseil de si vous voulez mettez un masque de tous les loups, alors que partout on sait que lorsque vous avez une maladie qui se transmet par les voies aériennes, le masque
peut être un outil protecteur lorsque vous êtes dans un lieu fermé. Tout ça pour vous dire que si il n'y a pas de rupture dans ce continuum historique et que la nature de nos rapports entre la Guyane et la France ne change pas radicalement, on va continuer à moderniser la colonisation. On va continuer à considérer que les évolutions institutionnelles ou statutaires sont une promotion institutionnelle ou administrative de la Guyane au sein de la colonialité. Il faut rompre avec cette logique-là. Lorsqu'on a vu les effets de miroir aux alouettes, de la départementalisation, de la régionalisation, de la décentralisation, je crois qu'il y a eu 1, 2, 3 phases. Maintenant, il s'agit bien de rupture et d'intégrer la dynamique historique du reste du monde. Il n'y a pas de fatalité à ce que la Guyane soit la dernière partie continentale de l'ensemble des Amériques, qui soit encore une colonie au XXIe siècle. Et pour pas monopoliser la parole, il y a un élément qui est extrêmement dramatique. Colonie rime avec exploitation, mais ça rime aussi avec monoculture. La France, par exemple, au Sénégal, c'était l'arachide. En Côte d'Ivoire, c'était le cacao. Et en Guyane, c'est le spatial. Alors c'est vieux, c'est vrai, ça fait plus bling bling, ça fait plus glinguant. Mais sauf que il n'y a aucune retombée positive pour la Guyane. Et autour du spatial, c'est le néant, c'est le vide. C'est des choses qui font un alibi. Mais tous les projets économiques qui ont été inspirés soit par les Guyanes eux-mêmes ou des fois même par les colons n'ont pas abouti. Parce que pour le colon français, l'exploitation de la Guyane pour le spatial est largement suffisant. On n'a pas besoin de faire autre chose en Guyane que d'envoyer des fusées. Ça rapporte suffisamment et ça justifie qu'on puisse continuer à occuper le territoire. Mais vous le constatez vous-même, on a eu des difficultés à faire ce Facebook Live parce que les connexions Internet ne sont pas à la hauteur de ce qu'on devrait pouvoir atteindre en Guyane. Alors, Eline, et puis après, il y aura quelques questions sur le critère de déshumanisation, pardon, on en parlait, donc pour les critères faisant voir que c'est une colonie. Effectivement, je vais faire le lien avec le fait que certains acteurs de la société ont effectivement eu des préconisations. Ils ont pensé cette pandémie sur le territoire, donc en demandant plus de moyens, de prendre en compte la pharmacopée, etc. Donc quand on déshumanise, on considère que l'autre connaît moins ou ne connaît pas. Donc en face, vous avez un dominant qui considère que les Guyanais ne connaissent pas. Donc soit il le considère et c'est ouvert, c'est clair, effectivement on fait fi de ce que nous disons, de ce que le peuple demande, soit il prend prétexte sur, comme je le disais, je parlais d'harmonisation, sur ce qui est décidé plus haut, ce qui est décidé à 8 km, c'est comme ça qu'on doit faire, donc peu importe ce que vous pensez, si finalement vous pensez c'est très bien, mais ça ne compte pas. Et donc c'est là également une illustration de ce que c'est que le fait d'être une colonie. Exactement. Alors il y a une internaute qui disait que les élus ont voté une motion. Alors non, c'est pas cette question. Je remonte. Par rapport à l'article 73, du coup, on n'a pas notre mot à dire puisque nous avons voté l'article 73. Voilà. Vous en pensez quoi? Non, mais sur cette question, le débat est clair et je pense que le peuple guyanais s'est rendu compte qu'il s'est laissé abuser en janvier 2010 par un pourvoyeur, et on peut considérer que les forces politiques qui ont défendu l'identité législative avec la France pour la Guyane, ce sont des forces politiques qui ont commis un véritable crime politique. Parce que tous nos malheurs, justement, c'est bien de là qu'ils viennent, c'est d'appliquer stricto sensus les lois qui sont fabriquées pour la France à la Guyane.
Ça n'a aucun sens. Et lorsqu'on parle de déshumanisation, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des lois qui imposent en France que lorsque vous prélevez de l'eau dans le milieu naturel, avant de les rejeter, eh bien, il faut les réfrigérer parce que la température doit être en deçà de 20 degrés. Lorsque vous appliquez ces lois en Guyane, eh bien, vous faites en sorte que pour un certain nombre de professionnels, mais même pour le citoyen lambda, qui s'équipe d'équipements réfrigérants parce que naturellement, l'eau en Guyane, elle est au-dessus de 20 degrés. Alors, ils ont fait ça pour la France, pour des mesures de bon sens, parce qu'il y a des lots qui sont prélevés pour refroidir les moteurs des centrales nucléaires. Donc, ils font que lorsque l'eau elle est prélevée à 15 degrés en France, lorsqu'elle passe dans la centrale nucléaire, si on la rejette directement, elle va ressortir à 20 degrés, ce qui va déstabiliser la biosphère de l'environnement. Mais on ne peut pas appliquer cette loi-là telle qu'elle, parce que c'est air disait qu'on ne peut rien faire contre la géographie, on ne peut rien faire contre le climat, on ne peut rien faire contre ce qui est intrinsèquement humain. Le dernier exemple, je disais tout à l'heure qu'il n'y a de richesse dans l'humanité que de diversité et de variété. Lorsque sur un territoire comme la Guyane, qui est multilingue, vous imposez une langue officielle et vous mettez toutes les autres langues du territoire en condition de sous-langue, vous mettez en place un dispositif qui fait qu'au fur et à mesure du temps, certaines langues vont disparaître. Mais lorsqu'une langue disparaît, ce n'est pas simplement les locuteurs du peuple de cette langue qui disparaît, mais c'est des pans entiers de la richesse de l'humanité qui disparaît. Et le colonialisme, c'est ça. C'est pour ça que eux-mêmes le disent, même s'ils continuent à le faire, que le colonialisme est un crime contre l'humanité, parce que après l'exploitation, après la domination, il s'agit de nier les éléments intrinsèques des peuples qui dominent. Vous n'avez plus le droit de manger comme vous voulez, plus le droit de parler comme vous voulez, plus le droit de faire les fêtes que vous voulez, plus d'avoir les rites funéraires que vous voulez, plus le droit de protéger les sépultures de vos ancêtres comme vous voulez. Vous n'avez plus le droit de rien faire. On connaît le processus, assimilation, aliénation, et on devient des hommes et des femmes sans repère. Et un homme et une femme sans repère, c'est un homme qui est une femme qui est perdue. Alors qu'à la base, on a une richesse extraordinaire pour proposer justement un projet de société harmonieux au reste de l'humanité. La Guyane devrait avoir ses propres références, son propre système, sa propre organisation administrative, son propre projet de société pour dire, malgré nous les Guyanais, tous les malheurs que nous avons eus dans l'histoire, de génocide, la déportation, l'esclavage, eh bien, nous avons gardé suffisamment d'humilité face à la barbarie pour vous proposer quelque chose qui va chez vous, si vous vous en espérez, diminuer les tensions, parce que la question fondamentale est celle-là, et je vais donner la parole à Eline, et c'est Cheikh Anta Diop qui le dit. On nous parle si souvent de civilisation, souvent de barbarie, mais les dernières affaires judiciaires nous montrent que les barbares c'est eux et les civilisés c'est nous, parce que nous acceptons que des décisions totalement injustes soient prises sans avoir en retour un excès de violence qui ne le permettrait pas. Nous ne sommes pas œil pour œil, dent pour dent, parce qu'ils ont 4 otages, 4 prisonniers politiques, peut-être un 5e début janvier, et nous n'allons pas chez eux prendre des otages, prendre des prisonniers politiques, mais nous leur disons, le jour où nous décidons de le faire, nous le ferons. Oui, donc sur cet article 73, en fait, effectivement, dans ce cadre juridique, nous n'avions pas la possibilité de décider pour nous. Alors, par exemple, la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, avait cette possibilité-là parce qu'en fait, eux, ils sont dans un cadre juridique qui leur permet d'avoir leur centre de décision en local, d'avoir des personnes qui ont un véritable pouvoir. Et donc, en fait, ils pouvaient décider de fermer leur aéroport ou alors de contraindre véritablement sur leur territoire les personnes qui venaient
donc sur le territoire, les isoler, etc. Ce qui n'était pas notre cas. On n'avait pas la possibilité de véritablement contrôler, alors que lorsque nos compatriotes partaient en France, ils étaient fliqués, c'est le terme. Et donc, au sens propre, hein, parce que les flics débarquaient. Exactement, à n'importe quelle heure, etc. Voilà. Et donc, ce cadre juridique, effectivement, ne permet pas à nos élus, aux personnes à qui on a donné légitimement pouvoir de décider en fonction de notre réalité. Ce cadre juridique ne le permet pas. D'accord. Alors, un internaute demande, donc c'est en réponse à un autre internaute, disait que est-ce que nous sommes nous-mêmes en capacité de nous autogérer? Mais vous savez, quand vous êtes les derniers enfants d'une famille, vous profitez de l'expérience de vos parents et également de l'expérience de vos aînés. Et les expériences positives comme négatives. Le dernier territoire qui a été décolonisé en Guyane, c'est la République du Suriname. Le 25 novembre, hein, il y a quelques jours, ils ont fêté leur 46e anniversaire, parce que l'indépendance a été célébrée le 25 novembre 1975. Le Suriname, au moment de son accession à la pleine souveraineté, a connu quelques soubresauts qui souvent ont été nourris par l'ancienne puissance coloniale et également par la France, qui avait tout intérêt à ce que l'indépendance du Suriname ne soit pas une réussite pour que les Guyanais ne puissent pas s'inspirer. Mais c'est la réalité des faits. Vous avez 60 000 Guyanais, si on prend les chiffres de l'année dernière ou d'avant la période de Covid, qui officiellement prenaient des visas pour se rendre au Suriname. Et ils se rendent compte bien qu'au Suriname, les gens ne meurent pas de faim. Qu'au Suriname, l'agriculture, ça veut dire quelque chose. Qu'au Suriname, l'industrie, ça veut dire quelque chose. Qu'au Suriname, le commerce, ça veut dire quelque chose. Qu'au Suriname, accéder aux terres surinamiennes pour un Surinamien, ça veut dire quelque chose. Alors le Suriname, ce n'est pas le paradis sur terre. Il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes économiques. C'est une petite nation, c'est une jeune nation, mais c'est une nation qui se débrouille par elle-même. Et si vous vous souvenez bien, la première période de gestion de l'épidémie Corona, le Suriname était un exemple pour le monde entier. Ils ont dû, parce qu'ils avaient une élection générale le 25 mai 2020, déverrouiller les frontières justement pour ne pas être taxés de dictature, de pays qui sortent des préceptes internationaux de la démocratie, ce qui a favorisé le développement du corona, mais jusqu'au 25 mai 2020, alors que les premiers cas étaient de début du premier trimestre 2021, le Suriname arrivait tant bien que mal à juguler la crise. Donc, les Guyanais ont les ressources pour gérer le pays. Et l'avantage que les Guyanais ont, c'est qu'on a un pays qui a énormément de potentiel. Nous sommes 300 000. On a un pays qui a énormément de potentiel. Nous sommes 300 000 habitants sur 90 000 km². L'abondance est généralisée dans toutes les ressources naturelles. Nous avons un niveau d'intelligence qui n'est pas ni plus haut ni plus bas que sur le reste de la planète. Ce qui est stupide, bête et à la rigueur méchant, et ça aussi c'est une caractéristique du colonialisme, c'est qu'en Guyane, malgré toute cette abondance, c'est la pénurie dans tous les secteurs. Vous voulez un logement, pénurie. Vous voulez de la terre, pénurie. Vous voulez exploiter l'or, pénurie. Vous voulez faire de l'agriculture, pénurie. Tout ce que vous voulez faire en Guyane. Vous voulez vous soigner, on organise le chaos à travers une pénurie généralisée dans un pays où l'abondance est à portée de main, parce que les colons ils le savent. Et c'est pour ça, moi, des fois, j'ai un peu de peine quand certains politiques parlent à longueur de journée de développement économique, développement économique, développement économique. Le colon, il sait pertinemment qu'à partir du moment où vous mettez un doigt dans l'engrenage du développement, c'est tout le corps qui passe. Donc, il organise le non-développement.
pas d'accès aux terres, pas d'économie endogène, pas de production guyanaise. On organise la dépendance, pas de santé, pas d'éducation, pas d'économie, pas d'emploi. On construit des prisons, on met en place une justice inique et on construit un peuple de subalternes de la fonction publique. Et à partir de là, on pense que aller faire la course dans les magasins pour l'horreur que représente symboliquement le bracelet, eh bien, c'est être un homme du monde moderne, alors qu'en fin de compte, on confirme notre condition de sous-homme. Et il faut qu'on en sorte. Parce que ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir transmettre toute la dignité que nos ancêtres nous ont léguée à notre descendance. Parce que sinon, ce qui risque d'arriver, et cette option-là, elle est regrettable, c'est qu'à un moment donné, même pour les propres colons français qui sont en mission en Guyane, la domination à 8000 km des Français de Paris sera insupportable et eux feront en sorte que ce pays-là, pour leur propre intérêt, accède à la pleine souveraineté au détriment des habitants, du peuple de ce territoire qui sont, pour certains, depuis des milliers d'années et pour d'autres depuis des centaines d'années. Pour conclure, en Martinique, on parle de problème colonial, de fait colonial. En Guadeloupe, on parle de problème colonial, de fait colonial. À La Réunion aussi, en Polynésie aussi, en Canada aussi, en Guyane aussi. Mais à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce problème-là n'existe pas. Vous n'avez pas cette revendication à Saint-Pierre-et-Miquelon pour juste bonne cause. C'est que Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque les colons ont débarqué, il n'y avait pas d'habitants. Et que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une colonie de peuplement de Français qui s'est installé dans le temps. Donc il y a le côté dépendance géographique, administrative, politique, mais il n'y a pas le côté d'oppression raciale, de discrimination et de négrophoberie systémique qui fait que les questions sociales, les questions politiques, les questions administratives ne se transforment pas directement en crise politique parce qu'ils sont entre eux. Tandis que lorsqu'on parle des derniers confettis de l'Empire, comme on dit souvent en Guyane, yé à yé, nous à nous. Et dès un moment donné, eh bien, on devra trancher dans le vif et remettre les choses dans le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire, c'est que le Guyanais décide pour lui-même. Et on va mieux décider. C'est Damas qui disait en 1938, dans Retour de Guyane, la France a deux options, soit elle développe la Guyane, soit elle quitte la Guyane. Mais plus de 70 ans plus tard, le constat est fait, il ne lui reste qu'une seule option. La France doit quitter la Guyane. Et nous, notre devoir en tant que Guyanais, c'est de l'y aider. Alors justement, Eline, quelles sont les étapes pour nous, pour aider la France à passer ce cap? Quelles sont les étapes pour nous? Alors nous, ça dépend qui. Parce qu'en fait, par le biais de la question de l'internaute, justement, je me posais la question, il parle de qui? Est-ce que, selon lui, il faut d'abord qu'on mette à la tête du pays des personnes capables? Est-ce qu'il parle du peuple dans son entièreté? En fait, la question, moi, en fait, comment dire ça? Ce que cette question me pose comme question, c'est justement à quel point on nous a infantilisés. Parce que lorsqu'on parlait de la gestion de la crise avec la directrice de l'ARS, qui à un moment donné a fait une interview où vraiment elle infantilisait la population, on a vraiment l'impression que certains se révoltent et disent « Oh, on ne peut pas parler de nous comme ça », et puis finalement on a d'autres qui se posent la question « Est-ce qu'on est capable ?» Donc, on a l'habitude de nous infantiliser, mais nous-mêmes, nous nous posons encore la question de notre capacité à réfléchir par nous-mêmes et à agir par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Moi, ce que je pense, c'est que d'un point de vue
d'un point de vue social, il faut une émancipation, effectivement. Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle M2S. Donc en fait, on est pour l'émancipation de la société. Il faut que l'individu se rende compte qu'il est capable. Qu'il se rende compte qu'avant lui, des personnes ont été capables. Et s'il est là encore aujourd'hui, c'est parce que justement, ces personnes ont été capables de se libérer, de se nourrir elles-mêmes. D'accord? Donc avant la départementalisation, il était de rigueur en fait que les familles aient un bout de terre, qu'elles soient nombreuses parce qu'il fallait du monde pour travailler sur la terre. Bon, je dis pas qu'il faut faire des enfants, exactement, mais en tout cas, il y avait, si vous voulez, des habitudes de vie qui permettaient que l'on ne pouvait pas s'interroger sur notre capacité à vivre en fait. Nous vivions, nous devions vivre de toutes les façons, nous devions nous nourrir, alors nous mettions en place des choses pour nous nourrir. Nous avions notre bout de terrain, on n'avait pas besoin d'attendre la cargaison de produits surgelés qui venaient de 8000 km. On faisait avec ce que nous avions sur notre territoire. Donc j'ai envie de dire qu'effectivement, nous sommes sur un territoire, comme le disait Armand, où il y a abondance de choses à manger, à boire et à faire. Il y a tout à faire ici, tout à créer, et en plus, on continuons à faire ce qu'ont fait nos aînés, à prendre en compte notre environnement. Parce qu'effectivement, les pays occidentaux ont décidé que l'environnement c'était quelque chose d'important et que les pays devaient faire attention à leur environnement, alors que pendant des années ils ne l'ont pas pris en compte, alors que nos ancêtres l'ont fait. Donc, ce que je veux dire à cet internaute, c'est que la première étape, c'est déjà de prendre conscience que nous sommes capables, que nous l'avons toujours été, et que ça n'empêchera pas qu'on le soit. Ça, c'est la première des choses. Et donc, en fait, s'il veut, il faut s'organiser. Et comment s'organiser? Il faut se mobiliser. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile, parce qu'on a effectivement, en 2017, par exemple, les événements récents que moi j'ai pu vivre réellement, parce qu'avant ça, il y a eu d'autres mouvements. Mais si je prends l'exemple de 2017, la Guyane entière était effectivement immobilisée parce que nous étions mobilisés. Donc ça a créé un certain nombre de conséquences. Et je peux comprendre qu'un certain nombre de personnes aient peur de se mobiliser à nouveau. Je peux comprendre aussi qu'un certain nombre de personnes décident qu'ils ont marre de marcher. Je peux comprendre aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que après s'être rendu compte que nous sommes capables, il faut s'organiser. Il faut passer à l'action. Il faut s'organiser, c'est ça. Et en fait, chacun à notre niveau, on peut être acteur. Donc, passer à cette action, en fait. Et à partir de là, il faut juste s'informer, se former, moi je pense. C'est important, effectivement, donc, de faire partie d'organisations. Parce que, normalement, les organisations ont vocation à vous former sur vos droits. Parce qu'en fait, il est important de savoir dans quel cadre on s'inscrit et quelle latitude on a. Donc je pense que la formation est un élément important et cela permettra une action organisée et donc je pense apportera un peu de sérénité pour les personnes qui doutent encore un petit peu d'elles en fait. D'accord. Pareil, même question en quelques mots, après on va conclure. Ben, rappelle-moi la question parce que j'étais tellement passionné par le discours d'Hélène que j'ai oublié la question. Quelles sont les étapes justement pour aider la France à partir? Bon, après, je ne sais pas, la situation de au niveau de la population. Oui, la Guadeloupe et la Martinique, non. Lorsque vous êtes, parce que c'est notre nature, nous sommes des peuples pacifiques, parce que lorsque un individu au sein de ce peuple est conscient de l'héritage qu'il a, il sait qu'il a toutes les attitudes à embrasser complètement toutes les dimensions humaines. On a inventé les sciences, la médecine, l'astrologie, la navigation. Donc, ce n'est pas la sous-civilisation européenne qui a quelque chose à nous apporter. Mais on doit bien se rendre compte, et nous, au sein de la caravane de la liberté, et notamment du PLPG, depuis mars 2020, on cherche à rencontrer les autorités françaises pour leur proposer une méthode de gestion de la crise qui soit plus adaptée aux réalités guyanaises.
et on a une fin de non-recevoir. On aurait tort que la loi c'est la loi, il n'y a pas de question d'y déroger, soit c'est comme ça, soit on vous exclut. Sauf que il a suffi de 3-4 jours de mobilisation en Guadeloupe, et malheureusement, mais c'est un constat que tous les observateurs feront, parce que c'est factuel, il y a quelques tirs de fusil à balles réelles sur les forces de l'ordre, et on voit le gouvernement français, à travers son Premier ministre et à travers le ministre des colonies, eh bien, qui parle d'autonomie, qui parle de réponse, qui parle de médiation, qui parle d'adaptation, qui parle de mise en place d'un processus d'ouverture des discussions. Donc, quand vous avez affaire à des barbares, que vous faites des dossiers, que vous faites des analyses, que vous apportez des éléments de réponse, n'est pas attendre les autres. Parce qu'un barbare, il lui faut du sang, il lui faut du bruit, il lui faut des balles. Et pour aider les Français à partir, et c'est malheureux, mais l'Algérie nous le dit, l'Indochine nous le dit, le Cameroun nous le dit, la Kanaki nous le dit. Ces colons-là, et les Français, c'est le plus barbare des barbares. Parce que c'est les derniers qui sont encore en Amérique du Sud. Les Hollandais sont partis. Les Anglais sont partis. Et les Anglais, à un moment, ils étaient premiers. Les Espagnols et les Portugais qui ont commencé le processus de colonisation, ils sont partis. Les derniers qui sont là encore et qui ont des colonies dans les 5 continents, sur les 4 océans, c'est les Français. Ce sont les plus lâches, mais ce sont les plus féroces, les plus mauvais. Donc, il n'y a pas de katikata. C'est vrai, il faut continuer à rester civilisé, pacifique, prendre les procédures, mais à un moment donné, il faudra bien qu'ils comprennent qu'au XXIe siècle, c'est plus possible. Et dire ça, c'est pas avoir le couteau entre les dents, c'est faire un constat. Vous ne pouvez pas avoir des gens pendant 6 mois qui sont en grève, qui sont en mobilisation, qui posent des cahiers de revendication, qui disent que pour eux, cette méthode-là n'est pas applicable. Vous ne pouvez pas avoir en face de vos yeux des chiffres qui montrent que si chez vous, chez 80%, chez nous, c'est 20-30%. Mais vous ne pouvez pas dire la loi, c'est la loi. Vous savez que lorsque vous dites aux Français, si vous ne prenez pas le vaccin ou le pass, vous n'allez pas boire un café. Vous voyez l'effet que ça fait, où vous n'allez pas dans les bars. Les Français vont se vacciner en masse pour aller s'asseoir sur une table de café. Mais lorsque vous dites ça aux Guyanais, les Guyanais vont s'asseoir sur les tasses pour boire un truc. Donc il n'y aura pas d'effet, donc ça ne va pas marcher, donc les chiffres vont rester tels quels. Et vous faites quoi? Vous continuez? Vous bloquez le pays? Et tout à l'heure on disait une chose, et c'est là où c'est vraiment aberrant. La Guyane a battu le record de la durée de couvre-feu. 20 mois. Même les pays en guerre, aujourd'hui, le Yémen, l'Irak, la Syrie, la Libye, n'ont pas connu de période de couvre-feu aussi longue sans discontinuer. C'est une atteinte exceptionnelle aux libertés fondamentales. Vous pensez que c'est le coronavirus qui a imposé ce couvre-feu? Non. C'est parce qu'il fallait mater du Guyanais. C'est parce que la France a des enjeux particuliers en Guyane. Et parce que une expérience grandeur nature de privation de liberté fondamentale des Guyanais sans qu'il y ait de protestation, sociologiquement, pour continuer à asseoir leur domination, c'est un élément qui est extrêmement intéressant. Mais quand vous aviez 400 cas, vous êtes confiné, couvre-feu. Lorsque vous avez 50 cas, vous êtes confiné, couvre-feu. Scientifiquement, ça ne veut rien dire. Et il y a des pays qui ont démontré, avec des mesures de privation de liberté individuelle et sans mesure de privation de liberté individuelle, le corona, il fait sa petite affaire sans en tenir compte. Mais pour les Guyanais, on a considéré que c'était normal que pendant 20 mois, eh bien, ils aient une heure pour rentrer chez eux et que quand on le décide le dimanche, eh bien, tout le monde reste à la maison. Et ça, effectivement, c'est un scandale. Et pour cette raison seulement, mais il y en a des milliers d'autres, ça serait bien qu'on prenne les éléments nécessaires, et il en a dit quelques-uns, la formation, l'organisation, pour qu'on puisse mettre un terme à ça. Et vous savez, et ça c'est mon espoir. Oh, c'est-à-dire la population? Oui, le peuple guyanais. Le jour où le reste du monde entendra que les Guyanais veulent accéder à la plaine sous le Terre-Neuve, il suffira de le dire
pour que, en solidarité, tous les pays qui ont été décolonisés entre 1946 et aujourd'hui nous apportent leur soutien. Et pas que leur soutien moral. Moi, je pense que les Surinamiens, les Brésiliens, l'ensemble de la Caraïbe, l'Asie, des pays en Europe comme la Russie, s'ils entendent la véritable demande du peuple guyanais, ils nous aideront pour nous débarrasser des Français, parce que eux aussi, ils considèrent que le monde doit être divers et varié, parce que c'est sa richesse. Et la Guyane, le peuple guyanais, doit apporter quelque chose qui est indispensable à l'humanité. Et en empêchant ça, les Français confirment la nature barbare de leur pensée et de leur action politique. Merci pour en tout cas vos interventions de ce soir. C'est un sujet pas évident, mais qui fait aussi partie des sujets d'actualité. Le rapport justement entre le colonialisme et la situation toute particulière que nous vivons par rapport à la crise sanitaire, mais de manière structurelle aussi par rapport effectivement à notre société actuelle. Donc, et notamment sur des bases historiques. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le rôle majeur et fondamental que constitue justement la Guyane aux yeux du reste du monde. Mais il y a un travail effectivement, en tout cas, de conscientisation, d'élévation, c'est ce que vous expliquez, Eline, de formation. Rapprochez-vous des différentes organisations, mais ça commence déjà par soi, la prise de conscience, d'éveil, pour justement une émancipation. In fine, une autodétermination. En tout cas, c'est le vœu idéal Guyane. Je vous remercie en tout cas pour votre pleine participation. Il y a eu beaucoup d'échanges ce soir. Pas beaucoup de questions, mais en tout cas, pas mal de réactions par rapport aux interventions. Merci en tout cas pour votre compréhension par rapport aux problèmes techniques. En tout cas, c'est symptomatique de quelque chose de tout à fait particulier. Et si ça se répète comme ça, c'est que justement, peut-être qu'on tape juste en abordant des sujets qui ne sont pas traités habituellement sur la place publique. Mais en tout cas, on s'adapte et on continue. Donc, nous vous disons bonne soirée et à dimanche prochain pour un nouveau Way Caravan.